Action. Bon, bonjour à tous, enfin bonsoir, et bienvenue à ce dernier meet-up en date du Microsoft Tech Group Strasbourg. Donc on est heureux de vous accueillir ici à la plage digitale. Donc le thème de ce soir, .NET 7. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais me permettre de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est moi. Donc Emmanuel Emer, je suis actuellement architecte solution cloud chez Aguerre, mais plus pour très longtemps. Je vais aller chez Icon, pour à peu près le même travail. Donc moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est tout ce qui est objet connecté, puisque j'ai beaucoup travaillé dans l'informatique industrielle, donc tout ce qui est IoT, etc. C'est par là où j'ai commencé Azure, et c'est comme ça que j'ai vraiment pris goût aux techno Microsoft. Voilà un peu pour l'historique. Donc au niveau de... Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Microsoft, les technos de développement aussi, et c'est pour ça que je me fais une joie de vous présenter tout ce qui est .NET 7. Alors, au menu de ce soir. Première chose, on va recontextualiser un peu .NET. Qu'est-ce que c'est .NET? Les évolutions de .NET 7. Une petite aparté sur les nouvelles performances de .NET 7. Et puis on va faire un peu une overview de tous les composants de l'ensemble de .NET. Donc, en commençant par .NET 11, C# 11, pardon. On va aussi aller sur ASP.NET Core 7. On va faire une petite parenthèse sur le Building Container Support, que j'ai trouvé vraiment intéressant. On va retourner après sur Entity Framework 7, et on va terminer par un sujet qui me tient à cœur, c'est .NET MAUI. Alors, juste pour vous prévenir, je ne vais pas vous faire une overview exhaustive de tout ce qui s'est fait. C'est impossible. Il faudrait un truc comme la .NET Conf pour voir à peu près tout. C'est plutôt les choses que moi j'ai trouvées intéressantes au niveau de ma vie professionnelle, des projets personnels que j'ai pu mener, ou alors des trucs que j'ai trouvés vraiment fun. Donc voilà, si jamais vous êtes aussi plongé dans cet univers .NET 7, n'hésitez pas en fin de meet-up de partager un peu tout ça. C'est intéressant de voir de voir les autres opinions, et ça permettra d'avoir quelque chose un peu plus exhaustif. Alors, commençons à nous plonger dans le vif du sujet. Donc, .NET. Alors, .NET, c'est quoi? C'est une plateforme de développement qui a été créée par Microsoft. Et en fait, il a été vraiment designé pour faire différents types d'applis. Donc, en gros, il fournit un ensemble de librairies, d'API, qu'on peut utiliser pour plein d'applications. Ce qui est cool, c'est qu'il est gratuit et open source. D'ailleurs, vous avez un GitHub qui lui est dédié. Je vous invite à aller le voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On a des langages assez sympas. Donc, principalement le C#, que la plupart d'entre vous connaissent, et aussi le F#. Je fais une petite aparté là-dessus parce que je trouve que c'est un langage assez cool. Si vous voulez faire du développement, de la programmation fonctionnelle, n'hésitez pas à vous y intéresser. C'est assez sympathique, c'est plutôt cool et bien foutu. Donc voilà, et puis le visuel basique, mais on va pas s'attarder là-dessus. Il y en a qui ont personnellement, j'ai un PTSD sur le visuel basique. Alors, la dernière version en date de cette plateforme de développement, c'est .NET 7. Donc c'est un bébé. C'est sorti le 8 novembre 2022. Et donc c'est un support STS. Donc le support va durer 18 mois. Il faut savoir que la version précédente, .NET 6, elle est en version LTS, donc il y aura conjointement les deux versions qui vont être maintenues. Ça peut être intéressant si jamais vous avez des migrations à faire d'applications legacy ou de choses comme ça. Donc prenez bien ça en compte. Voilà. Autre petit truc, c'est ce que montre ce schéma-là. Donc depuis .NET 5, il y a vraiment un désir de la part des équipes de Microsoft d'aller vers une uniformisation. En gros, ça va être la plateforme de développement pour les développer tous. L'idée, c'est de pouvoir
pouvoir, avec un même ensemble d'objets, d'API, de librairies, etc., un SDK, un runtime, voilà, de développer toutes sortes d'applications, de la desktop à l'IA, en passant par l'IoT, en faisant du mobile, etc. Donc c'est assez cool. On peut vraiment aller sur du cross-platform et tout, c'est sympa. Et c'est la troisième release majeure du coup qui permet d'aller vers ce délire d'unification. Alors qu'est-ce qui est intéressant au niveau .NET 7? Donc c'est déjà il y a la simplification. Votre code sera beaucoup plus simple à écrire, à lire, à faire évoluer. C'est assez cool, je vais vous en parler juste après. Et il y a une grosse amélioration des perfs. Mais déjà, avant de commencer à voir un peu tout ça, ce qui est important, c'est comment savoir cibler .NET 7. Donc c'est simple, vous mettez le Targeted Framework en .NET 7. Donc une fois que vous avez ciblé ce framework, vous avez accès à toutes les API .NET, plus certaines API spécifiques, à des OS, .NET 7 Android, .NET 7 iOS, etc. Alors il y a un petit truc, je me permets de vous en parler, que je trouve assez sympa, qui est l'Upgrade Assistant. Alors l'Upgrade Assistant, c'est un petit tool que je vais vous montrer, en fait, qui nous permet de migrer assez facilement j'ai pas internet, mais magnifique. Vous connaissez la place digitale? Ouais. La plage digitale, pardon. T'as la clé réseau? Désolée pour le contretemps. C'est vrai qu'on n'y a pas, j'y ai pas pensé. Je suis désolée. Et donc c'est pareil, des majuscules. Normalement c'est ça. Ça. Du coup, désolé pour le petit contretemps. Donc on a l'Upgrade Assistant en fait, qui est assez sympa et qui nous aide vraiment à migrer nos applications legacy. Donc c'est assez simple à mettre en place. Tout est indiqué ici. Il suffit d'avoir installé .NET, de claquer quelques petites lignes de commande. On peut analyser, en fait, ça va nous faire un rapport SARIF sur ce qu'on peut mettre à jour et si jamais on peut utiliser cette commande pour mettre à jour. Donc, je vous conseille de l'utiliser, ça facilite vraiment la vie pour la migration d'applications legacy. Donc ça c'était la petite aparté. On va continuer un peu sur les performances de .NET, surtout de .NET 7. Alors, .NET 7, il y a vraiment des choses qui ont été faites pour améliorer les performances. On a, sur les ARM64, on a une prise en compte native, on a du native AOT, on a du unstack replacement pour la modification du code en plein milieu d'exécution. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui augmentent les performances. Et il y a un article de blog qui est fait par Stephen Sage qui en fait indique tout ce qui a été fait. Il explique comment il a fait les métriques, mesurer toutes les évolutions, etc. Et il passe vraiment partout. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, il est disponible. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Et si jamais vous l'imprimez, vous voyez qu'il passe un peu partout. On va sur du JIT, du native AOT, des regex, des collections uniques. Bref, il analyse vraiment tout ça, il explique comment il le fait. Donc je vous conseille de le lire, c'est hyper intéressant. Alors, à savoir que si jamais vous voulez l'imprimer, ça fait 255 pages d'impression. Donc bon, faisons attention à la planète. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en fait, c'est vraiment qu'au niveau perf, il y a beaucoup d'améliorations. Alors, maintenant, on va se plonger dans le vif du sujet. Ce que vous attendez tous,
On va commencer par C#11. Alors, C#11, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a un vrai désir de simplification du code pour une meilleure lisibilité, pour éviter du code redondant, etc. Donc la première chose que moi j'ai trouvé sympa, c'est les rostring littérales. Alors les rostring littérales, c'est un nouveau format pour les strings littérales. Alors, personnellement, j'ai toujours galéré entre quand j'ai des longues chaînes de caractères avec gérer les caractères d'espacement, ce que je dois faire, les caractères spéciaux, les white space, les retours à la ligne, les annotations, enfin bref, c'était toujours une prise de tête. Et du coup, avec ça, il y a moins de prise de tête, beaucoup moins. La seule condition, c'est que ça commence minimum par 3 doubles quotes et que ça finisse par 3 doubles quotes. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça qu'est-ce que ça rend. Hop. Dès que j'ai regagné ma souris. Alors, on voit tout. Oui, j'ai tout préparé. Alors, voici un exemple exactement. Donc, les rostring littérales. Hop. Si on fait un notepad là-dessus, pardon, j'ai oublié le console WriteLine. Pour vous montrer, donc, vous voyez qu'il y a des chaînes de caractères, des espaces à indentation. Si on l'affiche, qu'est-ce que ça va nous donner? Hop. Je vais juste mettre la fenêtre de notepad. Vous voyez ici, ça respecte vraiment tout. Donc voilà, plus besoin de se prendre la tête avec les caractères d'espacement, machin. Vraiment, c'est what you see, what you get, et what you see, what you get is what you see. Ok? Alors, deuxième chose sympa, c'est les requirements. Alors, qu'est-ce que vont nous permettre de faire les requirements members? Ça va être une meilleure manière de partager la création et l'initialisation d'objets et de champs à l'intérieur d'objets dans notre code. Alors avant, c'était toujours assez difficile de dire je veux absolument que ce champ soit initialisé dans mon objet. Maintenant, en fait, avec le modificateur required, on peut l'indiquer assez facilement, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc vous voyez que là vous avez le modificateur required qui est sur le first name et le last name. Donc quand vous créez un objet de type personne, vous devez absolument initialiser ces deux champs. Petite démonstration. Hop, je vais juste me permettre de commenter ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, en fait, j'ai une classe de type personne, qu'on voit ici. C'est exactement la classe que je vous ai mis dans l'exemple. Donc, si là, vous essayez de créer une personne... Hop, c'est parce que j'ai pas mis le... Hop. Voilà, c'est vachement mieux. Vous voyez dans votre message d'erreur, je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais en gros il vous dit le requirement person.firstName must be set in object initializer or attributes. Donc voilà, là vous avez vraiment une erreur qui est levée si jamais c'est pas initialisé. Moi je trouve ça vachement utile, notamment quand on a des petits dialogues avec la base de données, etc. Pour la gestion des objets. Voilà. Donc, on va revenir un peu. Après, il y a les matching patterns. Alors, les matching patterns, c'est quelque chose qui existe depuis C#7. Donc, il y en a une multitude. Il y a les vérifications si une valeur est nulle, il y a les tests de type, enfin bref, il y en a plein d'autres. Je vous invite à aller voir la page MSDN de ce truc-là. Voilà pour votre culture, mais c'est des choses que vous utilisez peut-être, sûrement sans les savoir. Et là, avec C#11,
vous avez l'introduction de ces matching patterns, mais pour les listes. En gros, qu'est-ce que ça permet de faire, ces matching patterns? Et là, en fait, vous allez pouvoir faire des vérifications sur chacun des éléments de la liste ou sur un ensemble d'éléments à l'intérieur d'une liste. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça va vous permettre de faire des vérifications assez facilement, d'avoir quelque chose d'assez simple. Donc par exemple, ici on voit que là on va tester que la liste elle est bien 1, 2, 3. Ben oui, 1, 2, 3. C'est ce qu'on voit ici avec le is. Pareil, là on voit que donc ça va nous renvoyer un trou. Si là on a un false parce que la liste valide un 4, le dernier élément n'est pas correct. Pareil pour ici, donc on veut que le premier élément soit 0 ou 1, les opérations inférieures ou égales ou supérieures ou égales. Donc là ça va nous renvoyer un trou. On peut vraiment aller très loin avec ça. Je vous renvoie vraiment à la page de MSN pour voir plus. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas la liste exhaustive, il y en a encore plein d'autres. Il y a par exemple les maths génériques, les choses comme ça. Mais voilà, moi c'est les trucs que j'ai trouvé un peu sympas. Donc après C# 11, on va aller sur ASP.NET Core 7. Alors ASP.NET Core 7, pareil, vous voyez la page de nouveautés, il y a une liste plus grande que moi. Ils ont fait beaucoup d'évolutions, mais moi je vous en présenter 3 en fait. La première, c'est le rate limiting. Alors déjà, il faut cette petite librairie, donc qui est Microsoft ASP.NET Core Rate Limiting. Alors qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire cette librairie? Donc ça va limiter le nombre de requêtes traitées sur un endpoint en fait, à l'aide de restrictions appliquées à ces mêmes endpoints. Ok? En gros, c'est par exemple, on va avoir un intervalle de temps. On va pouvoir faire 4 requêtes en toutes les 12 secondes. Si on fait 5 requêtes, ça va planter. Je vous montrerai un peu ça plus en détail après. C'est ce qu'on voit ici. Donc après, il y a une classe qui s'appelle Rate Limiter Option Extension et qui va nous permettre de différencier les manières dont on peut limiter ce débit. Donc il y en a 4 en fait. La première, c'est la plus classique, c'est celle que je viens de vous dire, c'est la fenêtre fixe. Je veux 4 requêtes maximum toutes les 12 secondes. On a la fenêtre glissante. C'est à peu près le même principe, sauf qu'on va avoir une introduction de segments. C'est-à-dire que notre fenêtre de temps, elle va être divisée en segments. Et dès que les demandes du segment s'il y a des demandes qui n'ont pas été traitées pendant le segment expiré, elles vont être reportées sur le segment actuel. Troisième manière de faire, c'est le compartiment de jetons. Alors, c'est pareil que c'est à peu près le même fonctionnement que la fenêtre glissante, sauf qu'à la place d'avoir des demandes, de réapprovisionner les demandes du segment expiré, en fait, on va, à chaque réapprovisionnement, avoir un nombre fixe de jetons qui va être mis. Et après, dernière manière de faire, c'est l'accès concurrentiel. Donc là, on va réduire en fait le nombre de requêtes simultanées qu'on va pouvoir faire à ces endpoints. Okay. Donc en gros, on va fixer une limite d'accès qui va décrémenter de 1 à chaque fois qu'une requête va être faite. Ok. Alors il y a aussi quelques petites choses, d'autres petites choses qui peuvent être sympas. Donc on a le Enable Rate Limiting et Disable Rate Limiting qui active ou désactive cette limitation de débit sur un contrôleur, une méthode ou une page de notre application ASP.NET. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Alors je vais retourner sur mon Visual Studio et je ne vais plus prendre ce projet-là. Je vais en prendre un autre. Hop. Hop. Alors, je suis une grande fan de la famille Adams. En plus, il y a la série Mercredi qui est sortie. Donc, j'ai décidé de faire une API pour savoir avec qui je vais danser la même mouchka.
Donc, on va s'intéresser vraiment sur la partie, pour l'instant, rate limiting. Donc, vous voyez, à ce niveau, je ne vois pas trop mon code, donc c'est pas évident avec la télé. Tu peux zoomer? Hop, je vais zoomer un peu. Est-ce que vous voyez mieux? Ok, c'est un peu plus sympa du coup. Alors, donc pour le rate limiting, donc là je vais utiliser un limitateur de débit avec une fenêtre fixe. C'est ce qu'on voit ici, add fixed window limiter. Ok. Donc ce qu'on va faire, ce qu'il faut c'est déjà un nom classique. Il faut pouvoir le retrouver après, l'identifier après. Donc là, je vais pouvoir faire 4 requêtes toutes les 10 secondes. Après, il y a deux options, donc le queue processing order et le queue limit qui vont permettre, si les requêtes sont expirées, quelle va être la manière dont on va les dépiler. Alors, donc voilà, là j'ai défini ma politique de limitation. Hop. Il est où? Je vais dire que mon application utilise cette politique. Jusque-là, pas de souci. Et là, dans mon endpoint, qui est getManushka-partner, limited, je vais dire qu'il requiert une limitation avec le nom de ma police. Donc, si je fais HTTP, que je vais sur Google, hop. Ah, j'ai pas le bon bord, juste remettre le bon, hop. Ah, j'ai perdu la souris, mince. Voilà. Hop. Non, j'ai pas retenu le port. Forcément, c'est le 7.1.9. Allez. La bande. Non, s'il te plaît. Je recommence quand j'arriverai à voir ce que je fais. Voilà, c'est vachement bien. Donc là, j'ai mon Manushka-partner limited, donc la route sur laquelle j'ai appliqué ma rating policy. Donc, tout se passe bien, je vais danser avec Mercredi Adams, c'est plutôt cool. Je vais danser avec Fétide, et je vais spammer, et vous voyez qu'au bout de 4 clics, on est en attente, et on va défiler après. Ok, voilà ce que ça donne. Donc, concrètement. Voilà, pour cette partie-là. On va continuer du coup sur un autre truc. Ah oui. Voilà. C'était le petit exemple de code que du coup je viens de vous montrer. Donc, autre feature sympa, c'est les output cache. Alors, les output cache, en fait, c'est applicable déjà à tout type d'applications aussi à ASP.NET Core, que ce soit les Minimal API, les applications MVC, etc. Donc, en gros, l'idée, c'est de rendre une mise en caching, cache disponible pour augmenter les performances. Pour ça, deux choses à mettre en place, le output cache et le use output cache. Voilà. Alors, quelques petites choses à savoir quand même. Si vous utilisez tout ce qui est course policy, il
il faut le mettre après, il faut les activer après. Et pareil, si vous utilisez Blazor, vous avez l'attribut useRoutine, il faut l'utiliser après. Alors il y a quand même des petites subtilités à savoir, notamment au niveau des restrictions. On ne va pas tout cacher non plus. Alors par défaut, on va avoir seulement les réponses qui ont un code HTTP 200 qui vont être cachées. On va avoir, ça va concerner les requêtes HTTP GET ou AND. Et les réponses aux demandes authentifiées ne seront pas mises en cache. Ok. Donc aussi, autre petite feature sympa. Donc là, c'est vraiment le fonctionnement le plus basique, le plus basique. Mais il y a une possibilité de contrôler explicitement les clés de cache. C'est ce qu'on voit ici. Donc sachant que par défaut, en fait, ça va être l'URL, tout ce qui est lié à l'URL qui va être mis en cache. Ok. Donc, comment ça se met en place? Donc pareil, on va reprendre ma même API de la famille Adapts. Alors, j'ai mis mon app output cache sur ma collection de services. Ok. Et, ouf, je vais l'appliquer à le cache output, je vais l'appliquer à mon endpoint. Donc en gros, tout ce qui va se passer avec ce endpoint-là, va être caché. Alors comment concrètement, ça se traduit? Donc là, je suis toujours sur mon application qui tourne. Donc j'ai j'ai ma route qui elle est cachée. Donc en gros, quand je vais essayer, on va toujours avoir. Donc je vais danser avec Fetid Adams. Et en fait, ça sera toujours Fetid Adams. Donc on voit que ce résultat est mis en cache. Ok. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je vais reprendre. Après, encore, petite chose sympa au niveau d'ASP.NET Core, c'est les groupes de routes. Alors en fait, on a quelque chose qui s'appelle MapGroup, qui crée en fait les routes de endpoint. Là où c'est intéressant, en fait, c'est que déjà, ça va éviter la redondance de code. Parce que je vous rappelle, avant, ce qu'on faisait, c'était qu'on créait, même si une route avait des préfixes communs, on créait à chaque fois le endpoint. C'était long, c'était fastidieux, et puis c'est pas très beau d'avoir plusieurs fois les mêmes choses. Donc là, on va créer des groupes de endpoint qui sont préfixés de la même manière. Aussi, autre chose où c'est intéressant, si vous voulez faire indiquer des métadatas, par exemple avec la méthode with metadata, vous pouvez l'appliquer directement avec ce groupe de endpoint. En fait, c'est comme si, à l'intérieur de ce groupe, vous appliquez ces métadatas à chaque route à l'intérieur. Ok? Alors pareil, un petit exemple de code. Donc là, ça va être plus à ce niveau-là. Donc là, c'est généré avec les scaffolded items, Entity Framework. Mais sur le principe, normalement, voilà. Donc je vais avoir toutes mes routes, qui vont être préfixées par, et qui concernent le CRUD des Adams Family Member, qui vont être préfixés avec le /API /Adams Family Member. Et c'est comme ça, donc c'est cette fonction, MapGroup, qui va permettre de gérer ça. Ok. Donc c'est ce qu'on voit un peu dans le reste de mon Swagger. Voilà comment ça se traduit exactement en Swagger. D'accord? Alors, bon, c'est déjà pas mal pour la partie ASP.NET Core 7. Il y en a encore plein d'autres. Mais voilà, c'est celle que j'ai trouvée intéressante. Là, on va parler d'un truc que moi je trouve aussi vachement cool, qui est le Built-in Container Support. Alors, le Built-in Container Support, c'est vraiment, ça vous facilite la vie à un point voilà, s'il n'y avait pas de mots, tellement ça facilite la vie, parce qu'avec un seul level publish,
vous allez réussir à créer une image conteneurisée. Donc avant, je vous rappelle, quand vous vouliez créer une image conteneurisée, donc il fallait activer Docker, il fallait faire un Dockerfile qu'on pouvait customiser, etc. Bref, là maintenant, cette commande, elle permet de tout faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bien sympa, mais comment on customise? Alors il y a quand même des possibilités de customisation que vous pouvez voir sur ce GitHub, c'est la page d'aide. Donc il y a des trucs assez sympas comme le nom de l'image, les variables d'environnement qui vont être utilisées et tout. Tout ça vous pouvez customiser, c'est ce qui est indiqué dans ce GitHub. Aussi, il faut savoir que à l'instant T, c'est disponible que pour Linux X. Enfin, les images ne fonctionnent qu'avec Linux x64. Bien entendu, ça va s'étendre pour la suite. Mais voilà, c'est la petite chose à savoir, en tout cas pour l'instant. Et en fait, moi je trouve vraiment un grand intérêt à cette feature, que ce soit au niveau du pipelining, donc ça va nous faciliter un peu toute la mise en place de nos pipelines, ou alors même pour faire des images pour des tests locaux, du dev local, c'est vachement cool quand même. Donc comme dit, alors moi je l'ai testé. Hop. Donc j'ai essayé de pipeliner cette app. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc la petite chose à savoir, tac. Property, pardon. C'est qu'il faut cette petite librairie, donc qui est Microsoft.NET Build Container, qui est pour l'instant la version 0.2.7. Pour le faire, donc vous l'incluez via par exemple Nugget, c'est ce que j'ai fait ici. Vous tapez .NET Publish, vous avez un Docker bien sûr desktop par exemple qui tourne derrière, et vous avez votre application qui est conteneurisée. C'est ce que j'ai fait avec celle-ci. Et franchement, ça marche plutôt bien. En plus, ce qui est intéressant, c'est que les lignes de commande, elles sont assez verbeuses, vous voyez tout de suite là où ça va pas. Voilà. En tout cas, pour le built-in container support, voici ce qu'il en est. Alors, autre partie intéressante, Entity Framework 7. Donc, Entity Framework, on l'utilise tous pour dialoguer avec les bases de données. Ça nous simplifie la vie, pareil, à un point innommable, dans le sens du terme, dans le sens où nos requêtes, elles sont claires. Alors, une des évolutions d'Entity Framework 7 que moi j'ai trouvé vachement sympa, c'est de pouvoir utiliser LinkQ pour du JSON. Alors, en gros, quand vous avez vos objets dans le code, ça va le mapper à des colonnes JSON. Et du coup, quand vous allez faire une requête LinkQ, ça va la traduire en requête un peu de ce style. Vous avez deux petites choses, JSON Query et JSON Value, qui vont vous aider en fait, à requêter votre document JSON. Ok ? Donc aussi, petite chose vraiment sympa, c'est que votre state changes ou votre state changes sync, selon ce que vous utilisez, ça permet aussi de mettre à jour votre colonne JSON. Donc vraiment, il y a une manipulation complète qu'on peut faire grâce à LinkQ. C'est assez cool. Autre petite chose sympa, c'est les bulk updates. Alors en gros, c'est comment mettre à jour ou supprimer en masse. Donc pour rappel, quand vous avez une instance d'un DB Context, il y a un suivi des modifs qui sont appliqués aux entités. Et quand il y a un sub-changes qui est appelé, les entités, elles transmettent leurs modifications à la BDD. Mais des fois, ça peut être intéressant, notamment lors de l'update en masse, de ne pas avoir ce suivi, notamment pour des questions de performance. Ok ? Ça va les accroître. C'est assez intéressant, comme dit, quand je vous ai, sur le biais de blog des performances, vous avez aussi quelque chose là-dessus. Donc, on va pouvoir le faire grâce à deux fonctions. Donc, le execute delete, qui va permettre de supprimer en masse, et le execute update, qui va permettre de mettre à jour en masse.
Attention, les modifs, elles doivent quand même être explicites, et si jamais vous avez des contraintes dans votre base de données, il faudra faire attention à l'ordre. Mais sur le principe, voilà, il n'y a pas trop de différence, c'est juste le mettre à jour ou les supprimer de manière, en bulk replace. Voilà, pour les nouveautés anti-framework 7 qui m'ont intéressé. Après, là, le petit sujet qui, moi, me tient à cœur, c'est .NET MAUI. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai montré un très grand intérêt à Xavara et Xavara Forms. J'avais même donné des cours, enfin bref, c'était vraiment la techno qui, moi, me plaisait beaucoup. Et c'est pour ça que je tenais à vous partager tout ce qui est .NET MAUI. Alors, .NET MAUI, déjà, MAUI, ça signifie quoi? Ça signifie multi-platform app UI. Et pas une middleware. Du coup, en fait, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de développer des applications natives et cross-platform sur Windows, Mac, Android, il y a même du Tizen maintenant. Bref, sur pas mal d'OS. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir un tronc commun sur vos développements et juste de personnaliser et d'exploiter les capacités natives, par exemple, de vos mobiles. Donc, c'est tout jeune. C'est sorti en avril 2022, donc ça a 6 mois. C'est déjà disponible avec C# .NET 6, pardon. Mais voilà, il y a quand même quelques petites évolutions que je vais vous présenter après sur MAUI. Alors déjà, comment faire pour créer une application MAUI? Comment ça se présente? Donc je vais vous montrer. Donc tout simplement, pas de grands changements. C'est en natif sur Visual Studio. Enfin, c'est de base sur Visual Studio. Il suffit juste d'avoir l'installateur. J'essaie juste d'avoir la bonne petite fenêtre. Next. Je choisis .NET 7. Et voilà. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir, au niveau de notre plateforme, en fait, des plateformes dédiées sur lesquelles, par exemple, pour Android, on a tout ce qui est manifeste. Par exemple, pour accéder aux caméras, etc. Ou sur iOS, tout ce qui est les playlists, les app delegates, pour les vues natives, etc. Mais en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mutualiser déjà les ressources et avoir une base code en C#. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, alors, quelques petites choses à savoir. Donc, vous avez déjà des émulateurs Android qui sont dispo si vous n'avez pas de téléphone ou de tablette Android. Ah, ça, bon, je peux pas vous montrer parce que sur mon Mac, c'est pas top, ça rame un peu. Mais voilà. À savoir aussi, petite chose à savoir, si jamais vous voulez développer des applications macOS ou iOS, il vous faut absolument ce genre de machine. Il vous faut un Mac, malheureusement. Après, il y a tout un système qui est assez simple à mettre en place. Mais voilà, il vous le faut quand même. Donc c'est assez cool. Et surtout, ça mutualise du code. Alors, il y a quand même des évolutions qui ont été apportées à .NET 7. Ce qui est notamment, comme c'est tout jeune, les équipes qui ont traité tout ça se sont surtout attardées sur les feedbacks et des performances. Donc c'est ce qu'on voit ici, notamment il y a ce qu'on appelle les collection view qui ont été améliorées. Donc qu'est-ce que c'est une collection view? C'est l'héritage des listes view en fait. Voilà, donc ça permet juste d'afficher une liste de données. Il y a aussi quelque chose qui est les map control. En fait, ça va permettre de gérer les maps, les cartes nativement. Donc, vous allez pouvoir coller vos pins, vos polygones, etc. de manière native. Il y a aussi pas mal d'améliorations pour les applications de desktop, c'est celles qui sont quand même le plus utilisées. Donc il y a les tooltips, la gestion du right-click, les contextes menus, etc. Donc, qui ont été mis en place. Si vous voulez, je pourrais vous montrer le GitHub des samples de code après, mais pour ceux que ça intéresse, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses, mais la base reste la même, et il y a pas mal d'outils qui sont déjà fournis.
Voilà, moi, pour les améliorations, les nouveautés qui m'ont beaucoup intéressé. Déjà, j'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir assisté à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. J'essaierai d'y répondre autant que je peux. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Du MTG. Hein. Absolument. Vous en reconnaissez minimum un. Attends, je souriais. T'avais l'air heureux. Fatigué. Peut-être des questions Voilà. Oui. Question sur les règles limiteurs. Oui. Ça s'applique à toute requête, peu importe la provenance, ou ça s'applique selon la personne qui a fait la requête? Alors, normalement, ça s'applique à toute requête, peu importe la provenance. Du coup, ça concerne aussi les requêtes qui seront mises en cache, ou c'est que les... Alors là, je t'avoue que j'ai pas testé, je vais pas dire. Je pourrais te répondre, je testerai, c'est une bonne question. J'avoue que je n'ai pas approfondi le sujet à ce moment-là. En général, le cache, il est soit au niveau serveur, Voilà, devant l'API ASP.NET. En général, quand même, les deux sont indépendants. Mais voilà, on va tester quand même, ça peut être sympa. D'autres questions? Non, moi j'avais remarqué aussi qu'ils avaient fait pas mal d'optis sur la sérialisation des sérialisations de Geno, ce que Ouais. vous avez parlé. Ouais. Mais malheureusement, moi dans mon appli, on utilise Newtonsoft. Et ça marche pas? En fait, on avait essayé de migrer, mais c'était pas indolore, on va dire. Ok, Et du coup, là, avec les optis, on réfléchit de retenter le coup. d'accord. Tout un peu Ouais, retenter. c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de choses à ce niveau-là. Il y a aussi un vrai désir de généralisation. Typiquement, les Macs génériques, moi j'ai trouvé ça assez cool. On pouvait vraiment faire des choses assez. Enfin, vraiment très. À la fois mettre du concret dans quelque chose qui peut être très abstrait et mutualiser un peu tout ça. Voilà, il y a aussi. Enfin, franchement, si vous voulez voir vraiment la liste exhaustive, déjà regardez tout ce qui est .NET Conf. Il y a pas mal d'infos là-dessus. Et les billets de blog, ils sont hyper fournis, hyper bien documentés, donc voilà. Oui. Tu parlais au tout début de l'assistant de migration. Oui. Est-ce qu'on peut choisir la version .NET de base, enfin de source ou de destination? Alors, moi je l'ai testé qu'avec .NET 7. Pour moi, je pense que ça va être soit du 6, soit du 16 en destination. Par contre, sur les autres, alors moi j'ai essayé de migrer des applications de .NET 5 à .NET 7. Il n'y a pas eu de souci. Après, je pense que pour le .NET Framework, il n'y a pas non plus de souci. Ça doit y avoir du management à ce niveau-là. D'accord, donc on peut choisir 6 ou 7 en sensible. Ouais, non. Je pense que. Alors. Attends, il faudrait que je regarde. J'avoue que pareil, j'ai pas trop regardé en détail non plus. Enfin, moi j'ai essayé que sur du 7, mais ça mérite réflexion aussi. En tout cas, ce tool, moi je l'ai trouvé vachement sympa pour nous aider. Les rapports serifs, en fait, ça nous aide vraiment à cibler ce qu'on doit updater, quoi. Merci. Pas de souci. Ok. Bon, merci à tous. Ok, merci. Bien. Yes. Ok, tac, c'est bon. J'ai arrêté la diffusion. J'ai arrêté